L'attaque des titans est devenue un classique. Il est même rentré dans la légende et perso, je n'ai pas attendu d'avoir vu la fin de l'anime pour le savoir. Écriture, plot twist, foreshadowing, morale, psychologie, émotion, une œuvre qui se rapproche de la perfection pour moi. Beaucoup vont grincer des dents juste avec cette intro et ça reste votre droit de ne pas aimer cette œuvre. Mais d'ailleurs, je sais pas ce que vous foutez là d'ailleurs. Mais je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris cette œuvre ou l'ont trop survolée, qui comme toute œuvre complexe mérite relecture et revisionnage. Le dernier épisode est sorti et maintenant que c'est vraiment fini, il est temps de vous expliquer la fin de Shingeki no Kyojin. Hello les Nakama, vous m'avez énormément demandé si j'allais revenir sur les réseaux avec une vidéo SNK. Bon, comme vous avez pu le voir, non, mais, bah oui, je vous ai expliqué, je pouvais pas revenir comme ça, mais c'était important pour moi de faire une vidéo sur SNK, sur Shingeki no Kyojin, sur cette œuvre incroyable avec laquelle j'ai, entre guillemets, commencé ma chaîne, entre autres. Et même si, voilà, je la fais un mois, voire plus, après que ce soit sorti, la fin, hein, c'est pas grave, vous avez eu le temps de finir. Je pense que je ramène encore plus de monde que je spoilerai pas. Et d'ailleurs, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager comme d'habitude pour donner de la force à la chaîne. On en a vu des choses du premier épisode, du croquage de Daron. Je vais manger une chips. Le passé de Mikasa, le bataillon d'exploration, Annie qui joue au foot avec les potes de Levi, la révélation du mur de Reiner et Bertolt, le faux espoir de roulage de pelle. Nope. Kenny! Je le fais bien ou pas? Nope. La partie de baseball, le triple axel de Levi sur ce connard de Sig, et la cave, putain! Et Eren qui nous dit, au-delà de la mer, il y a la liberté. Je sais pas ce que tu vois frérot, mais je vois qu'il y a un nouveau jeu, Black Clover. Le nouveau étant attendu jeu mobile Black Clover Rise of the Wither King. Ce jeu mobile gratuit RPG tour par tour stratégique va vous permettre de revivre les moments phares de l'anime Black Clover tout en jouant vos persos préférés. Vous allez pouvoir monter votre team de mages, gagner en puissance, battre des ennemis et des boss grâce à des tactiques de jeu tout en revivant des scènes emblématiques. Vous aurez même des combos de personnages lors des attaques et visuellement le jeu est super beau. Chaque attaque a sa propre animation, c'est un régal pour le joueur. Le jeu offre une multitude de challenges, du mode quête qui retrace l'histoire vue dans l'anime, le Memory Hall pour se battre contre des boss ou encore l'arène pour du PVP et bien d'autres. Explorez le royaume, cuisinez, pêchez et interagissez avec les persos. Et petit bonus, les voix des personnages dans le jeu sont les voix officielles des comédiens de doublage japonais. De quoi avoir une immersion à 100% dans l'univers de Black Clover. Et grâce au lien en description ou au QR code juste ici, tu n'as plus qu'à installer le jeu, compléter des missions et tu auras des tirages gratuits et la possibilité d'avoir un personnage SSR gratuitement. Alors qu'attendez-vous pour monter votre guilde sur Black Clover Rise of the Wither King? Maintenant, revenons à nos moutons. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur la fin de SNK, parce qu'évidemment, j'étais un peu en mode, c'est flou. Je sais pas quel format avoir pour cette vidéo, parce que sinon je vais mettre 1 heure. Peut-être que ça ne déplaît pas à tout le monde, mais moi je me suis dit, autant répondre aux questions que les gens se posent sur cette fin, qui est quand même pour beaucoup un peu flou. Première question que vous m'avez tous posée, c'est qu'est-ce que j'ai pensé de la fin? Est-ce que c'est un banger? Est-ce que j'aurais vu d'autres fins? Et la réponse c'est oui, j'adore cette fin, depuis que je l'ai lu en manga. D'ailleurs, on m'a demandé si j'avais pleuré. Pas du tout. Je suis une meuf quand même terre à terre. Je contrôle mes émotions. Il a parlé à tout le monde en fait. Oh putain, il a même sauvé la mère de Connie, wesh. Oui, bah c'est bon, c'était dur. Pour moi, c'est la fin la plus logique. On y reviendra dans cette vidéo, mais franchement, je ne voyais pas d'autre fin. Isayama lui-même le dit dans une interview, qu'en fait, il aurait peut-être aimé faire un happy end, vraiment à la shonen, entre guillemets, sauf qu'en fait, ça n'avait pas de logique, et ça aurait été trop happy ending forcé. La façon dont il a construit son manga et le scénario faisait que ça pouvait pas se finir bien. Et en vrai, plus j'avançais, vous le savez, lorsque je faisais les réactions aux épisodes en étant anime only à l'époque, j'avais déjà pré-shot le fait que Eren allait mourir, ce qui était pour moi la seule façon de conclure. Il avait le comportement de quelqu'un qui allait se sacrifier. Donc en vrai, je fais une aparté quand même pour le plus gros retournage de veste que j'ai vu sur les réseaux, parce que vous le savez tous, la fin de SNK en manga a été vraiment beaucoup trop critiquée, injustement pour moi. Vraiment, ça a été une hécatombe, et même Isayama a été touché par ça. Il le dit à la fin des mangas, quand il y a une espèce de petite partie en mode les personnages de SNK dans le monde moderne, où il dit bah je vois toutes les critiques, et il a été extrêmement touché par ça. Il regardait beaucoup de forums, beaucoup de vidéos react, et il s'est fait exploser injustement à mon goût, alors que littéralement c'est une des plus belles fins que j'ai vues en manga. Je ne voyais pas d'autre alternative. Qu'est-ce que vous auriez fait? Et forcément, quand un manga est aussi attendu et aussi aimé, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais respecter
tout simplement la vie et la construction narrative de l'auteur. C'est son œuvre, il l'a fini comme il l'entend. Et arrêtez d'être dur avec eux, vous vous rendez pas compte, plus de 10 ans à écrire un manga et vous arrivez avec vos gros sabots là en mode C'est nul. Bref, autre question. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais pensé de la différence au niveau de la conversation entre Eren et Armin, entre le manga et l'anime. Et ben en fait, Isayama l'a dit lui-même, à travers cette scène, à travers l'anime tout court, ça lui permettait de peaufiner certaines choses. Vous savez, ils sont pas toujours dans le rush, mais quand même un petit peu, et pour terminer, des fois, bah, tu vas un peu plus vite. Et c'est que après que tu commences à revoir un peu les détails et à vouloir peaufiner. Et c'est ce qu'il a fait avec l'anime. Il avait dit lui-même lors d'une interview avec la Grande Librairie, il me semble, qu'en fait l'anime était un format, un média qui lui permettait de rajouter des petites choses. Et j'ai trouvé qu'ils ont rallongé un petit peu la scène. La conversation entre Eren et Armin est extrêmement intéressante dans l'anime et un peu plus longue que dans le manga. Et ça rajoute plein de choses sur l'état psychologique de Eren et l'importance de Armin dans cette histoire. Je m'explique. Dans le manga, on a une simple case où il prend le coquillage, il se fait un câlin. Merci d'avoir fait ça pour nous, tu t'es sacrifié, t'inquiète pas, ce sera pas en vain, ok. Mais dans l'anime, vraiment, cette conversation est plus longue. Et il y a aussi cette phase où Eren attrape ce qu'il a sous la main et c'est du sang. Tout ça, c'est pour montrer que Eren ne voit que le côté négatif et asservi par le côté sombre de sa psychologie et sur le fait que c'est devenu un meurtrier et il accepte. Il ne voyait que du noir, il ne broie que du noir. Alors que Armin, en tenant ce coquillage qui fait référence à la fin de la saison 3, lorsque Armin trouve le coquillage lorsqu'il voit pour la première fois la mer, c'est aussi le fait, eh bien, de se contenter de ce qu'il y a sous nos yeux, de se contenter des petites choses, de ces petites beautés-là. Sauf que Eren a toujours été un grand visionnaire et surtout qu'il est trop dans l'excès. C'est un homme qui aime la liberté, c'est un homme qui voulait aller plus loin et voilà ce que ça implique. Ce qu'il y a sous ses pieds. La liberté s'arrête là où celle des autres commence et la liberté d'Eren, elle a commencé là où celle du reste du monde entier s'est arrêtée. Ce qui explique tout le tas de sang, de cheveux dans les mains et je trouvais ça extrêmement gore en vrai de le prendre comme ça à pleine main et de montrer avec autant de détails dans l'anime et j'ai trouvé ça très très fort et je sais que beaucoup ont dit j'ai cru qu'ils allaient se rouler une pelle. Calmez-vous, ce n'est que de la bromance, c'est leur dernier câlin, leur dernier moment ensemble et franchement j'ai trouvé que la scène était parfaite à mes yeux. Et surtout que cette scène est extrêmement importante pour montrer que le personnage d'Eren est le personnage le plus humain possible dans cette histoire. Il est non utopique, c'est un anti-héros, c'est quelqu'un qui a seulement 19 ans au moment où ça se passe. Il est jeune pour mener un génocide, littéralement. Il a fait ce choix-là alors qu'il a sur les épaules un poids beaucoup trop lourd pour un gamin. C'est encore un gamin à 19 ans, ce n'est pas un homme d'âge mûr, ce n'est pas Sig, ce n'est pas Grisha, et même eux ont été dépassés à ce moment-là. Lui a voulu porter le poids de libérer les Eldiens de la pire des façons, malheureusement. Et ça, on y reviendra après sur est-ce qu'il avait raison ou pas, parce que ça fait partie des questions. Mais justement, cette phase où il est minable, où il dit « je veux pas mourir, je veux pas que Mikasa aille avec un autre », et Armin qui lui met une patate, cette phase-là est extrêmement importante pour montrer déjà l'amitié entre les deux, et que ce sont deux hommes, deux gamins qui se sont connus, qui ont grandi ensemble et qui n'ont pas vécu les mêmes choses et qui n'ont pas la même vision des choses. Mais Armin a l'intelligence de comprendre que Eren a choisi d'être le martyr, le bourreau, le meurtrier, le monstre dans cette histoire et qui lui laisse entre les mains le rôle de héros. C'est un espèce d'échange, de passation aussi, le dernier discours qu'il va effacer à ce moment-là en plus et que Armin va pouvoir remémorer une fois que le pouvoir des titans est complètement anéanti. Et je trouve que cette scène, elle est très touchante. Personnellement, j'étais pas bien du tout à ce moment-là. Ensuite, autre question, et je sais que ça fait vraiment jaser sur les réseaux, l'adaptation des 15 pages en plus dans l'animé et surtout ce qui s'est passé après. Dont la fameuse question, est-ce que Mikasa est avec Jean? Oui. Je vous le dis, oui. Pour ceux qui sont anime only, je vous le conseille tout le temps, je vous le dis, allez lire l'Attaque des Titans. Le fait de lire après avoir vu l'anime vous permettra de comprendre 100 fois plus de choses, mais surtout que l'adaptation de l'anime, surtout de ce passage-là, ils l'ont mis dans le générique, c'est-à-dire que les cases étaient très petites et qu'on ne comprenait pas forcément tout ce passage-là où on voit la suite avec Mikasa qui vieillit et tout le tralala. Alors que dans le manga, ce sont des grosses cases et on voit très bien qui est là, qui fait quoi, ce qui se passe. Et je vous le dis, si vous regardez le manga, on voit littéralement le chapeau de Jean, la coiffure de Jean, qui tient Mikasa et Mikasa tient un enfant de la même couleur des cheveux qu'elle, qui tend un peu les bras vers Eren.
Je vous le dis, elle a refait sa vie avec Jean, faut que vous le compreniez. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Y en a qui pourront ne pas y croire, il y en a qui veulent parler aussi de virginité, de rester pur jusqu'au bout. Je pense qu'Isayama, c'était pas son but. Quand Eren lui dit, lorsqu'il va la voir dans son esprit, qui se crée une petite bulle, la dernière bulle qu'ils vont avoir de conversation ensemble, dit « refais ta vie, oublie-moi », enfin en tout cas, sois libre. Elle a respecté entre guillemets son choix, juste après qu'elle ait attendu pendant 3 ans près d'un arbre comme ça, tous les jours, à pleurer la mort de Eren. Quand il vient lui remettre son écharpe, il lui fait un dernier au revoir en fait. Il lui dit « je te remets ton écharpe, je t'aimerai toujours, mais vis ta vie ». C'est un peu un dernier moment de tendresse avant qu'elle puisse avancer en fait. En plus c'est le moment où Jean et toute la clique vont revenir, et je pense que tout simplement Jean a toujours été amoureux de Mikasa, on le sait très bien. Et surtout que sur le ferry, à un moment, il est en train de se recoiffer sur le bateau, et ils se disent « ouais, tu te fais beau pour qui ?» On le sait très bien pour qui il se fait beau. C'est pas pour les petites étudiantes en histoire ou je sais pas quoi, pour qu'il passe pour un héros. Il en a rien à foutre, il a toujours aimé Mikasa, c'est un fait. Et quoi de mieux que d'être avec quelqu'un qui connaît l'histoire, et qui a une dette envers Eren, lui permettra aussi d'accompagner sa femme, aller voir la tombe de son premier amour, tout simplement. Elle garde son écharpe aussi, c'est un lien qu'elle a avec lui, qu'elle aura toujours, il ne l'effacera pas, mais elle a au moins refait sa vie. Et ça parle aussi de l'après-guerre. En fait, Isayama, vous le savez, c'est énormément inspiré de la Seconde Guerre mondiale, de toutes les guerres qu'il y a eu de toute façon au XXe siècle. On pourra même parler de certaines guerres actuelles. Je sais pas si c'est vraiment inspiré de ça, mais on peut avoir des échos. Mais en tout cas, sachez-le, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de veuves, beaucoup de femmes ont vu leur mari ou même leur premier amour ne pas revenir. Et elles ont refait leur vie, elles ne sont pas toutes restées veuves, à part quand elles avaient déjà 40, 50 ou des enfants. Beaucoup n'ont pas forcément refait leur vie, ou alors elles ont refait leur vie parce que, à l'époque, il n'y avait pas forcément de travail pour les femmes, même si la Deuxième Guerre mondiale a montré que les femmes pouvaient travailler dans des usines pour fabriquer des armes, des balles et tout le tralala, mais n'empêche que c'était quand même dans l'imaginaire collectif qu'une femme, du coup, se fait entretenir par les hommes. Donc forcément, il fallait qu'elle retrouve des fois un parti, et c'est comme ça. La plupart ont refait leur vie quand elles étaient jeunes. Tu vas pas rester veuve à 20 ans, c'est pas possible. Donc, je pense aussi que, comme Isayama l'a dit, il s'est énormément inspiré de la guerre et de ce qui s'est passé pour les femmes et les hommes pendant la guerre, et c'est normal, je pense, pour moi, qu'elle ait refait sa vie avec quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle appréciait quand même. Donc voilà, c'est pas une mauvaise fin en soi pour elle, et dans tous les cas, elle aime toujours Eren, mais c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vous le dis, c'est pas une œuvre utopique, c'est pas une œuvre où tout est carré, tout est pur, c'est pas comme ça la vie. Voilà, juste avant, elle lui a roulé une pelle, enfin... Elle a pas roulé de pelle à sa tête. Voilà, ça c'est une question qu'on m'a posée. Elle trouve un peu chelou. Mais ouais, je suis un peu déçue. Je m'attendais à un gros roulage de pelle. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un bon shonen bien connu. Les roulages de pelle, c'est pas trop ça. On est plutôt sur des bisous très purs. Donc non, elle a pas mis la langue. Voilà. Et aussi, si vous regardez un petit peu mieux au niveau du manga, vous verrez que on voit dans la scène Jean qui accompagne toujours Mikasa, on voit une autre personne à côté, ça doit être sûrement sa fille qui a grandi avec son autre fille, donc les petits-enfants de Mikasa et Jean. En arrière-plan, je pense que c'est tout simplement Armin et Annie et leurs petits-enfants ou leurs enfants. Donc oui, ils ont refait leur vie, ils viennent toujours le voir, de toute façon, qui va aller voir Eren à part cette espèce de trio, de toute façon, il est important de montrer que les trois sont revenus le voir, quoi. Donc oui, Annie et Armin sont toujours ensemble, ont eu des enfants, et Jean et Mikasa ont eu une descendance. Voilà, grosse ambiance quand même, hein. Jean qui accompagne en mode « Tu seras toujours le numéro 1, fils de poulpe !» Mais bon, il les a sauvés, donc il peut rien dire. Alors, autre question qui fait énormément débat, c'est le parasite. Ce fameux parasite qui a fait tant jaser au niveau théorie, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est juste que c'est, comment dire, un petit peu complexe à expliquer, mais en soi, vous allez voir, vous allez peut-être l'assimiler de la bonne des façons grâce à moi. Bon. On m'a demandé si Eren était le nouveau parasite, si le parasite... Enfin, déjà, on appelle ça un parasite. Alors, on pourrait appeler ça un parasite parce qu'il se greffe à Ymir lorsqu'elle tombe dans l'arbre, dans l'espèce d'eau qui doit dater il y a des millions d'années. Et en fait, sa forme, de toute façon, est une inspiration des arthropodes, donc ces premiers êtres qui ont vécu sur Terre. Et on l'explique, ce parasite, enfin, cet être qui date d'il y a très longtemps, c'est le symbole même de l'adaptation et de la survie sur Terre. C'est quand même le premier être qui s'est adapté à tout son environnement, qui a évolué et qui avait envie de vivre. Donc en fait, c'est juste un être qui date d'il y a des millions d'années et qui s'est greffé sur quelqu'un qui avait envie de vivre. Et c'est ça qui lui a donné le pouvoir à Ymir. Alors forcément, ça prête à interprétation. Est-ce que ce parasite a vraiment le pouvoir de transformer quelqu'un en titan, ou a tout simplement le pouvoir de s'attacher à une vie qui est au bord de la mort ou qui a envie de survivre pour lui donner des pouvoirs? Est-ce que du coup, le fait que Ymir soit frêle, fragile et ne puisse pas affronter le monde à son âge, passer le pouvoir du titan qui est arrivé? Après, il y a beaucoup aussi de rapports avec la mythologie nordique. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo où je vous parlerai un peu des secrets de
de l'attaque des titans, des choses que vous n'avez pas forcément comprises au niveau inspiration, mais ça c'est une aparté. Mais en tout cas voilà, en fait pour moi on peut appeler ça un parasite parce que souvent les parasites, quand ils sont dans ton corps, ils veulent absolument survivre. Ils vont trouver les moyens de s'attacher à toi et de cohabiter avec toi. Après le but de celui-là n'est pas de te détruire, mais plus de te faire évoluer, de cohabiter avec toi. Contrairement à certains parasites qui vont du coup vivre en toi et peut-être même te tuer. Mais ouais, en fait tout ça c'est le symbole juste de la survie, de l'adaptation dans cette histoire. Donc pour moi, Eren, lorsqu'il meurt, il ne devient pas le nouveau parasite. Il a la tête coupée, il est mort. Donc pour moi, le parasite, quand il sort, en plus on le voit, il est énorme. Il cherche à rejoindre la tête, comme un parasite qui cherche à rejoindre un corps vivant pour pouvoir s'y greffer et pouvoir survivre. Mais pour moi, lorsque Eren meurt, il n'y a plus de lien, donc il n'y a plus de pouvoir, donc le parasite meurt et il n'y a plus de corps sur lequel s'attacher. Pour moi, c'est ça. Ça reste quand même, je vous le dis, assez flou. Mais j'espère que vous avez un peu mieux compris ma vision de ce parasite. Aussi, vous vous demandez énormément pourquoi le parasite a disparu. C'est également parce que en fait il s'est évaporé dans une dernière fumée pour transformer tout le monde. Il aura fait chier jusqu'au bout, mais il a été sympa, il a fait en sorte que au moins Jean soit beau gosse, même en titan. Pardon. Ensuite, autre grosse question, parce que ça a fait énormément débat déjà à l'époque avec le manga, mais aussi en animé. C'est quoi cette scène de fin avec cet enfant qui se balade dans la forêt des siècles après, une fois que la Terre est de nouveau détruite, avec un cycle en général qui tourne en boucle sur le fait que finalement tout le monde va se détruire. Et donc il y a cet enfant qui se balade avec son chien en forêt qui va tomber sur un arbre avec une entrée, avec un creux, et est-ce que du coup il va tomber dedans et devenir un titan? Je pense qu'Isayama a voulu faire cette fin pour montrer que la fin était ouverte. Elle est sujette à beaucoup d'interprétations. Après prenons des parallèles. Ymir, elle est au bord de la mort, elle court, elle rentre dedans, elle tombe dedans, elle survit grâce au parasite. Lui il a pas l'air de fuir quoi que ce soit. Donc en fait il est là, il se balade avec son chien, est-ce qu'il va tomber dedans? On ne sait pas, ça se trouve il va rentrer tranquillement dedans. Est-ce que il va tomber dedans et tomber sur un parasite? Est-ce qu'il va se greffer sur lui? Et s'il se greffe sur lui, est-ce qu'il va se transformer en titan ou même peut-être en autre chose? Comme je vous le dis, le parasite se greffe à Ymir et la transforme en quelque chose qui lui permettra de survivre à ce monde. Est-ce que l'enfant a besoin d'exactement le même pouvoir? Ça, c'est ça en fait qui est sujet à interprétation. On ne sait pas vraiment, ça reste au bon vouloir du lecteur de ce qu'il voudrait pour la suite. Isayama a juste fait une fin ouverte et je trouve ça très très bien. Mais je pense que cette fin est tout simplement là pour amener l'idée de cycle, que tout recommence. C'est un principe de nature, c'est un principe même bouddhiste, avec la réincarnation, le karma. Il y a beaucoup de choses qui recommencent, mais pas forcément de la même façon. On apprend des fois de ses erreurs. Il y a parfois d'autres protagonistes dans cette histoire qui vont amener un autre chemin. Par contre, j'ai vu des grosses théories que je tiens à arrêtez tout de suite. Il y en a qui disent que l'enfant va forcément devenir un titan parce que lors de la scène sur le dos de Eren, on voit un titan bestial en forme de chien et il a la même forme que le chien dans l'animé. Alors sachez que dans le manga, le chien, il ressemble pas trop à celui de l'animé, je crois qu'ils lui ont mis des taches sur le corps, mais en tout cas, non, c'est pas ça, parce que en fait, ils ont juste invoqué des anciens détenteurs du titan bestial, pas les futurs. Il me semble que pour moi, le cycle et le pouvoir de Eren a complètement coupé court au principe de titan, parce que c'est pas juste le principe de titan, c'est le principe de Ymir, de la soumission au roi Fritz. Donc en fait, ce serait bizarre qu'il se passe la même chose et qu'il fasse partie de ce cycle-là, alors que Eren l'a complètement détruit. Il est censé ne plus avoir d'axe, je pense. En tout cas, il n'y a plus Ymir pour fabriquer quoi que ce soit avec des titans. Donc je pense pas en vrai. En vrai, je pense que non, c'est juste un ancien détenteur du titan bestial et que vous êtes parti un peu trop loin sur les théories. Quel est le message de Isayama avec cette fin? On en parlait un petit peu juste avant. Pour moi, le message de Isayama, même si les Japonais ne se disent pas pessimistes, je pense que Isayama a voulu transmettre à travers cette œuvre une idée de l'humain se détruira toujours. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le monde de l'animation et le monde du manga. Dans les Ghibli, c'est comme ça. Princesse Mononoke, c'est comme ça, par exemple. L'humain est pas mauvais, mais il est bête. Il s'auto-détruit. Et même dans beaucoup de films de la pop culture, on préfère anéantir l'humain parce qu'on le sait, il n'arrivera pas à aller vers la paix. C'est ce que fait Thanos, en fait. Eren, c'est un peu un Thanos, quoi, en fait. Sauf que il a mis un peu plus de temps, il a pas eu juste à claquer des doigts. Et je pense que Isayama a juste voulu montrer que peu importe ce qu'on fait, ça peut juste retarder l'échéance, mais l'humain aura toujours ce besoin de conquérir l'autre. Depuis la nuit des temps, on a ce besoin de conquérir des territoires, conquérir d'autres villages, d'autres royaumes, d'autres pays, et de se détruire plutôt que de coexister ensemble, de cohabiter ensemble dans l'amour, la joie, la paix, et ça n'arrivera pas. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc en fait, Isayama juste
juste et réaliste à travers cette œuvre. Et c'est pour ça aussi qu'il n'a pas fait de happy ending, parce que pour lui, ce n'est pas dans le style d'écriture et dans sa narration, dans une idée que depuis le départ, c'est dur, c'est la vie, c'est réaliste sur les émotions, sur les sentiments humains, sur le côté aussi que son œuvre n'est pas manichéenne, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste un point de vue différent. On le voit avec le début de la saison 4 pour les Anime Only, lorsqu'on passe de l'autre côté avec Gabi et Falco et du côté des Mar. Donc je pense que Isayama est juste quelqu'un qui a voulu transmettre ce qu'il pensait de ce monde à travers son œuvre, sans vouloir l'enjoliver, sans vouloir aller la modifier ou en faisant en sorte de donner une morale sur le côté si on faisait ça, ben on vivrait tous en paix. Non, en fait, c'est comme ça, l'humain est comme ça. Et n'oubliez pas que le Japon a connu de bombes atomiques, que le Japon s'est vu se relever et a toujours vu aussi ses villes être détruites, que ce soit par la nature ou par des attaques. Ils se sont toujours relevés et le cycle recommence, on se relève, on vit et la vie continue. Je pense que c'est un principe culturel aussi dans une vision des choses. Donc je pense que le message de Isayama, c'est juste que la liberté, la guerre, l'amour, la haine, tout est lié. On a tous ce besoin de vouloir étendre son royaume parce qu'on a ces besoins de grandeur, parce qu'on a ce besoin de vivre au-delà de nos moyens et de ce qui nous est accordé, alors qu'on pourrait tout simplement regarder le coquillage qui est à nos pieds, comme le dit Armin. On m'a demandé qu'est-ce que ça aurait pu faire ou si j'aurais bien aimé que Eren et Mikasa s'embrassent plus tôt ou s'avouent leurs sentiments plus tôt. Isayama l'a même dit dans une interview que en fait ça n'avait pas de sens et que surtout à l'époque il était jeune. Quand il a commencé l'attaque des titans, il était très jeune, il avait à peine la vingtaine, il n'avait pas cette maturité là, ni les coronets de le faire en fait. Comme si c'était un garçon, comme si Eren c'était lui et qu'il était pas prêt à embrasser une fille. Sauf qu'il a expliqué que pendant qu'il a écrit son œuvre, il s'est marié aussi et c'est pour ça qu'il y a une évolution aussi des choses, des sentiments, de maturité aussi au niveau de son œuvre et il évolue tout simplement avec son personnage. Mais je pense que tout simplement, il l'a dit aussi, d'un point de vue logique, ça aurait absolument tout cassé. Sur la fin, ça n'aurait eu aucun sens. Ils ne se sont jamais avoués réellement leurs sentiments et surtout que même si ils se disent quand même que ils s'aiment l'un l'autre, Mikasa a toujours été en mode je sais pas, et c'est vrai que Eren en plus lui en fout plein la gueule en lui disant je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, histoire de la détruire psychologiquement. N'oublions pas en plus qu'ils sont jeunes, mais je pense aussi que le fait de commencer une relation avec Mikasa, que ce soit la saison 2, quand on a vraiment cru qu'ils allaient se rouler une pelle et il y avait une déclaration de fou, je te remettrai ton écharpe tous les jours, c'était quand même voilà, c'était quand même chou, mais ça aurait pu être de la friendzone. Et même lorsqu'ils sont chez les Mar et qu'ils sont en haut de la colline et qu'ils la regardent, qu'est-ce que je suis pour toi? En fait, Eren, à ce moment-là, il sait que tout dépend de Mikasa. Il le dit lui-même, sauf que Mikasa n'a pas avoué ses sentiments. Mikasa est trop timide, Mikasa a trop peur de tout ça, et elle ne l'a pas fait. Et si elle l'avait fait, bah, ça aurait donné ce qu'il lui a montré dans cette espèce d'espace-temps ou une autre alternative au niveau de sa réalité, où justement, il se serait enfui à ce moment-là, il se serait avoué leurs sentiments, parce que n'oublions pas que Eren est amoureux de Mikasa. Si Mikasa lui avait avoué ses sentiments à ce moment-là, en haut de cette colline, ils seraient sûrement ensemble, et il aurait peut-être abandonné toute idée de mener le grand terrassement et de faire tout ce qu'il a fait là. Parce qu'en fait, il serait dit, je peux vivre quelque chose avec elle, je peux pas la repousser jusque-là. Je pense qu'il était encore à ce moment-là à douter de tout ça. Sauf que vous le savez, juste après ça, il y a eu l'espèce d'assemblée à Mar où ils sont en mode, on va détruire les Eldiens. Il a fait, bon bah nique sa mère, j'y vais, je me barre. De toute façon, si je reste avec eux, je vais être trop en mode, il y a mon meilleur ami, il y a la femme que j'aime. Il va être trop indécis, c'est pour ça aussi qu'il s'est séparé d'eux. Mais pour moi, ça n'a pas de sens qu'ils s'embrassent avant, parce que même si c'est horrible, que ça nous trop le cœur, trop le cul même, bah ils s'embrassent que entre guillemets post-mortem. Mais je pense que quand même, il y en a un qui m'ont demandé, je pense quand même qu'il a senti ce bisou parce que il y a quelques secondes où quand t'as la tête coupée, t'as encore une conscience. Et je pense qu'en fait, c'est pas une tête coupée qu'elle a embrassée, mais le Eren qu'il y a dans son cerveau. Ils se sont fait sûrement une connexion histoire de s'embrasser une dernière fois, même si c'est vrai que c'était un bisou très chaste quand même. Ah oui, petit point aussi, lorsqu'il y a la conversation entre Armin et Eren va avouer, comme vous l'avez vu avec le Tatakae et tout ça, il est remonté dans le passé, il a manipulé des gens, et il va avouer à ce moment-là qu'il a fait en sorte que Dina, Fritz, donc le titan souriant, et bah à la base elle devait bouffer Bertolt, sauf qu'il a fait en sorte de la dévier de son chemin pour qu'elle aille bouffer sa mère, sa propre mère. Voilà. Et il l'avoue et Armin lui coupe en mode, il lui prend la main et il dit c'est bon, arrête d'en parler. Genre on comprend, on a compris que t'as fait beaucoup de sacrifices, t'as fait beaucoup de choses, t'as tué beaucoup de gens, y compris ta mère, alors que c'est pourtant la base, le début de la haine de Eren envers tout le monde. Littéralement, envers les titans d'abord et envers le reste de l'humanité après. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'en fait, si Bertolt était mort à ce moment-là, bah, le reste de l'histoire n'aurait pas continué, Armin ne serait pas devenu le titan colossal et ça aurait foutu tous les plans à l'eau. Parce que Armin a ce besoin d'être ce titan, de participer à son plan, et ça se trouve, ça aurait complètement modifié tous les plans, les Mars seraient peut-être venus avant, ça aurait tout changé. Donc il fallait que le plan aille comme prévu en fait.
Parce qu'il l'explique aussi, hein, il le dit à Armin, je suis perdu. Le passé, le présent, le futur, tout se mélange et je vois tout en même temps, ce qui fait qu'en fait il n'arrive plus vraiment à distinguer. Il ne voit que plein de possibilités différentes et en fait la seule qui ferait que Armin, Mikasa et le reste des Eldiens soient en vie, n'aient pas besoin d'avoir une extermination douce ou quoi que ce soit, bah c'est de tuer le reste du monde. Donc en fait, il était obligé de faire tout ça. Ce qui explique aussi le sacrifice pur de Eren. Autre question, pourquoi Eren n'a pas envoyé les titans simplement faire pression auprès des Mars? Genre en mode, on laisse les titans et les Mars peuvent pas venir parce qu'il y a toute une armée de titans et on peut pas bouger. Bah, en fait, ça n'aurait pas de sens parce que dans tous les cas, le mot liberté ne serait toujours pas appliqué à cette histoire. Parce que les Eldiens ne pourraient pas voyager, ne pourraient pas vivre librement au-delà de cette protection de titans et en fait il y aurait toujours un conflit là comme je sais pas une guerre froide comme le mur de Berlin, j'en sais rien, mais en tout cas il y aurait toujours ce mur. Il y a un mur de titans qui serait dressé entre les Eldiens et le reste du monde. C'est pas ça pour lui la solution, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas... Ils auraient pu même envoyer des systèmes aériens pour passer au-dessus, pour bombarder les Eldiens, pour contourner les titans, on ne sait pas, mais en tout cas ce n'aurait pas été une bonne solution parce que ça n'aurait pas apporté entre guillemets une paix durable pour les Eldiens et ça n'aurait pas aussi amené le fait que lorsque Armin passe pour le héros en tuant Eren auprès des Mars, ça montre que en fait ils ont voulu sauver l'humanité. Donc il y a une forme de reconnaissance que doit les Mars et le peu de personnes qui restent, donc les 20% de l'humanité qui reste, envers ce petit groupe. Et voilà, ça permet de vivre entre guillemets sans guerre, sans ce besoin d'aller anéantir les Eldiens et les titans parce qu'il y en a plus. On ne pouvait pas rester avec ce principe de titan parce qu'en plus Historia serait dans la merde, tout le monde serait dans la merde, le principe titan continuerait. Il voulait juste faire en sorte qu'il n'y ait plus de titans chez les Eldiens. Donc il faut anéantir tous les titans, y compris ceux qui sont dans le mur. On m'a posé cette question, pourquoi Eren est-il devenu méchant à la fin? Il n'est pas méchant, Eren. Oui, il passe pour un vilain garçon parce que... bah, il a tué tout le monde, forcément. Pour moi, il passe pour, tout simplement, le traître. À l'image d'un Itachi qui a tué tout son clan pour le bien commun, Eren, lui, tue le reste du monde pour les proches, pour ceux qu'il aime. Qui avait raison, on ne sait pas, mais en tout cas, pour moi, il n'est pas méchant. Comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre non manichéenne, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste quelqu'un qui n'a pas vu d'autre solution que ce qu'il a fait. Je ne dis pas qu'il a eu raison, au contraire, on n'a jamais raison quand on tue 80% de la population, mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était protéger ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Parce qu'il a le pouvoir du titan, donc il allait forcément mourir et laisser Mikasa veuve, toute seule, parce que le reste des Eldiens allait toujours vivre dans ce délire de titan, parce que le reste du monde allait forcément venir soit les buter, soit les exploiter, comme d'habitude, comme il se passe depuis beaucoup trop longtemps. Et en fait, vu que le but du monde, ça a été de détruire cette population, bah en fait, il en a rien à foutre de détruire ceux qui sont en face de lui. Ses ennemis, il les détruit, parce que de toute façon, c'est soit lui, soit eux. Donc... il a fait le choix de choisir sa liberté, celle de ceux qu'il aime, en butant le reste du monde. En fait, il a eu trop d'indices entre les Azumabito qui voulaient venir et exploiter les minerais et tout le tralala. Il s'est dit, bon déjà, économiquement, on va vouloir nous saigner, les gens vont vouloir nous tuer, il y a eu trop de rancœur envers eux, ils ne seront jamais tranquilles. Vu la condition des Eldiens chez Mars, ils ont été ghettoisés, on leur a mis des brassards, grosse référence à la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient aucun espoir sur le fait qu'on les laisse tranquilles un jour. Donc, autant les buter et recommencer à zéro. Est-ce que le plan est bon? On peut pas dire que oui, on peut pas dire que non. En fait, l'œuvre d'Isayama, c'est un peu comme un sujet de philo. T'as pas de réponse positive ou négative directe. C'est juste, tu te tritures le cerveau et y a pas de vrai oui et pas de vrai non. C'est un peu ça qui fait qu'aussi cette œuvre est extrêmement forte en termes de philosophie et de psychologie. D'ailleurs, si on veut voir les liens avec la Deuxième Guerre mondiale, il y en a un qui était un peu pointu, qui a fait Mappa, extrêmement bien réalisé et ça m'a sauté aux yeux. C'est tout simplement le bébé en rouge. Tout autour, c'était en noir et blanc qui rappelle la liste de Schindler. Les titans ont des œufs ou pas du coup? Oh. Question suivante. Ah oui, ça je l'ai vu souvent dans des shorts, dans des commentaires. Comment Levi et Mikasa ont-ils accès au chemin et pourquoi on a modifié leur mémoire? Alors, rectification. Ils ont la possibilité d'être amenés dans le chemin parce que ce sont des Eldiens. Ils ne peuvent pas se transformer en titans et ne peuvent pas avoir leur mémoire modifiée. C'est la seule chose qu'ils ont de différent avec le reste des Eldiens. C'est pour ça que pour Armin, Eren est venu le voir à un moment donné sur le bateau et que la mémoire d'Armin revient après. Comme beaucoup d'autres. Annie, Jean, Connie et tout le monde en fait. Sauf que Mikasa, elle, c'est à l'instant T qu'il va la voir. En fait, il lui parle et sa mémoire n'a pas été modifiée. Il a le droit de lui parler dans cette espèce d'axe, dans cette espèce de fake réalité qui se crée, mais
il ne lui a pas modifié la mémoire, donc il n'y a pas d'incohérence à ce moment-là. Aussi, beaucoup se sont demandé qu'est-ce qu'il était advenu des titans. Oui, les titans colossaux, les titans du grand terrassement, ils disparaissent comme ça. Hop là. Bah oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se demandaient, mais ça devait être des humains à la base. Il me semble que dans le tome 9, lorsqu'on voit le passé de Ymir, on la voit construire sur des centaines et des centaines d'années tous les titans colossaux. Elle les construit avec l'espèce de sable et de terre qu'il y a dans l'axe. Ils sont construits par les mains de Ymir. Elle n'a fait que ça pendant des années. Et vous le voyez, il y a un panel où elle les a tous construits, donc ils ne viennent pas d'humains. Elle les a juste construits. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas d'humains à la base. C'est assez bizarre dit comme ça, mais sachant que tous les titans que vous avez connus depuis le départ ont été transformés par un liquide. Du coup, les titans du mur ont été construits pour après construire le mur. Après, avec le traité de non-agression qu'a mis un des descendants du roi Fritz, ils sont restés dans le mur, mais pour moi, ce sont juste des créations de Ymir. Et lorsque Ymir s'en va, que Eren est mort, que le pouvoir du titan s'est enfin évaporé, et bah du coup, ils disparaissent. Ensuite, dernier point, et je pense que c'est un point très important, le lien entre Ymir et Mikasa. En fait, depuis le départ, Isayama l'avait dit, il avait déjà prévu la fin de son manga. Et on le sait qu'il avait prévu que ce soit Mikasa depuis le départ, grâce à plusieurs indices. Non seulement vous avez par exemple un indice dans l'ending, un sous-côté de ouf et pourtant incroyable, où elle court dans la forêt. Alors beaucoup l'ont assimilé à elle court parce que y avait des mecs qui voulaient la tuer, la violer, tout tralala, la VIOLER, pardon. Et en fait non, je trouve que c'est un parallèle à ce moment-là avec Ymir qui court dans la forêt et qui fuit. Donc il y a déjà une espèce de lien qui se fait dans le premier opening qui est sorti en 2013 entre Ymir et Mikasa. Autre point, le fait qu'elle ait une écharpe rouge. J'en parlerai dans une autre vidéo aussi que je vous ai déjà un peu teasé, mais l'écharpe rouge et le fil rouge, c'est un fil du destin. Comme si tout le destin et tout le fil rouge d'ailleurs de cette histoire était relié à Mikasa depuis le départ. Et toute l'histoire de cette écharpe, que ce soit le fait qu'il l'enroule avec l'écharpe, qu'elle l'enlève, qu'elle la garde avec elle, ou tout simplement que à un moment donné, quand Eren regarde dans le passé se voir en train d'enrouler pour la première fois l'écharpe autour du cou de Mikasa, et qu'il le regarde avec un air tellement mélancolique, prouve que tout dépend de Mikasa à ce moment-là. Il le sait, il attend ce moment-là, tout dépend de Mikasa. En fait, il y a un parallèle entre les deux, c'est l'amour qu'elles avaient. Et oui, on nous explique que Ymir était amoureuse du roi Fritz malgré tout ce qu'il lui a fait. Alors clairement, syndrome de Stockholm, on va pas se mytho. Hein, c'est acté, c'est comme ça. Elle est complètement asservie, c'est une esclave depuis toujours, elle est asservie par ça, parce que aussi, elle a toujours voulu être aimée, elle a toujours envié l'amour des autres, les couples. On le voit à un moment donné, elle est en train de regarder un couple qui s'aime, et elle les regarde de loin. Elle a toujours voulu une vie de famille, avoir un homme, et avoir des enfants. Et dans cette dernière conversation que va avoir Ymir et Mikasa, Mikasa va dire « C'était donc toi qui venais dans mon esprit depuis le départ ». Eh bien oui, Ymir a toujours essayé de montrer aussi à Mikasa qu'elles avaient un lien et que c'était à elle de le faire. Elle donnait des mots de tête, on le voit dans la saison 4, et on était en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le délire Ackerman, tout ça machin? Non, c'était juste Ymir qui s'immisçait dans sa tête et qui lui donnait des mots de tête, miskina. Mais surtout, il y a ce moment où elle se regarde et elle lui dit maintenant tu peux trouver le repos. En fait, Mikasa a fait ce qu'Ymir n'a jamais pu faire, être libre. Se couper de ses liens. Son amour reste, mais elle est capable d'agir par elle-même et de couper court à tout ce que peut faire l'homme qu'elle aime, même si c'est pas bien. Et Ymir, on le voit, elle regrette ce moment où elle s'est mise entre la lance et son mari. Elle aurait pu juste laisser la lance transpercer le cœur du roi Fritz et être enfin libérée de lui et vivre heureuse avec ses 3 enfants. Elle aimait ses enfants, elle aimait ses 3 filles et elle n'a pas pu vivre avec elles. Et elle a vécu une vie horrible d'asservissement dans cet axe seule avec une solitude horrible. Donc je pense que Mikasa est un peu l'expression de j'aurais pu être libre, j'aurais pu être forte, j'aurais pu me désolidariser de cet amour, de ce syndrome de Stockholm que j'avais avec le roi Fritz. Donc il y a eu toujours ce lien entre les deux et c'est Mikasa finalement le grand dénouement de cette histoire. Parce que Eren le dit, je ne sais pas ce qu'elle va faire, tout dépendra de sa volonté. Volonté que n'a pas Ymir. Ymir n'a pas de volonté à part celle que lui a infligée le roi Fritz et c'est pour ça aussi qu'elle réagit à Eren quand il lui dit réagis par toi-même alors que Sig court derrière en lui disant obéis-moi, elle s'est dit c'est peut-être le moment de sortir de tout ça, je vais donner le pouvoir à Eren plutôt que de le donner à un homme qui est pourtant de ma descendance et qui me donne des ordres. Donc en fait il y a tout ce délire de liberté de choix qui ne nous empêche pas non plus d'être amoureuse. En tout cas je pense que vous avez peut-être plein d'autres questions, n'hésitez pas, les vidéos SNK ne s'arrêteront pas là bien évidemment, j'ai bien l'intention de faire d'autres vidéos en avouant des secrets, en cherchant des secrets sur l'œuvre et en vous divulguant certains liens avec les inspirations, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. En tout cas j'espère que vous avez kiffé, que j'ai pas été trop longue ni trop compliquée, mais en tout cas c'est une œuvre très complexe, vous le savez, et c'est une œuvre que j'adore par-dessus tout. C'est ma deuxième œuvre préférée après Naruto, et c'est pas pour rien, parce que en vrai de vrai, on va pas se mytho, j'ai pas vécu
un aussi gros vide psychologique depuis la fin de Naruto. En vrai, le dernier épisode est sorti et j'ai senti un vide, je me suis senti vraiment mal, comme si quelque chose d'extraordinaire, là vraiment s'était arrêté, c'était fini. Je sais pas si vous avez vécu la même chose, mais vraiment, quelle œuvre! Merci Sayama Sensei. Bye bye les Nakama.